De 195 articles, le projet de constitution passe à 191 articles. Dans sa version finale, le document a été remis ce matin au président de la transition. En le recevant, le colonel Assimi Goïta dira qu'il est l'espoir de toute la nation quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Deux productions cinématographiques du Mali projetées ce jour au FESPACO au Burkina Faso. Il s'agit de Fanga qui parle de la quête du pouvoir dans les pays africains et 365 jours au Mali, un documentaire qui retrace la crise de 2012. Quelques temps forts de la diffusion de ces œuvres dans les salles de cinéma de Ouagadougou au cours de cette édition. Une émission de la radio-télévision guinéenne RTG délocalisée ici au Mali pour un numéro spécial. Lambétigui, c'est le nom de cette émission qui sera coproduite avec l'ORTM. L'enregistrement est prévu pour le 4 mars prochain. D'ici là, Cheikh Oumar Sangaré nous explique le concept de l'émission. La cause la plus fréquente des blessures du conduit auditif et du tympan est l'utilisation du coton-tige. Ce petit bâtonnet serait déconseillé pour le nettoyage des oreilles. Dans Focus Santé, Baraki Sawatara vous dira comment faire l'hygiène des oreilles sans coton-tige. Bienvenue dans la grande édition. Bonsoir. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin la version finale du projet de constitution des mains du coordinateur de la commission de finalisation du document. Selon le professeur Fousséni Samaké, le nombre d'articles passe de 195 à 191. À la réception du document final, le colonel Assimi Goïta dira qu'il représente l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Le compte-rendu de Mamari Koné. Après 15 jours de débats et d'échanges, la commission de finalisation du projet de constitution remet le document final au président de la transition. Les 70 membres représentant les institutions de la République, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les forces armées et de sécurité ainsi que de la diaspora ont passé au peigne fin les 195 articles de l'avant-projet de constitution. Cet examen a abouti à l'adoption d'un certain nombre d'amendements qui sont autant d'enrichissements apportés au texte initial au regard des réactions suscitées, des avis éclairés et des propositions pertinentes qui ont été enregistrées à la suite de la publication de l'avant-projet. Les amendements ont consisté, selon le cas, en des suppressions, des reformulations, des ajouts ou des fusions de certaines dispositions de l'avant-projet. Sur la forme, avec les modifications apportées, le nombre d'articles a légèrement diminué. Il est désormais de 191 contre 195 dans l'avant-projet. Cependant, l'architecture d'ensemble du texte est restée inchangée. Sur le fond, dira le coordonnateur, les amendements ont porté sur de nombreux articles, alinéas, phrases ou membres des phrases. Au nombre des changements marquants dans le projet, on peut évoquer, premièrement, la reformulation des articles qui traitent des langues et de la laïcité, qui, comme vous le savez, ont suscité beaucoup de controverses. Deuxièmement, l'introduction de la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, ce levier de régulation institutionnelle est fortement encadré dans sa mise en œuvre. Troisièmement, le changement d'appellation de la seconde chambre du Parlement qui s'est traduit par donc le changement de Haut Conseil de la Nation en Sénat. Quatrièmement, la clarification du sens à donner à la notion de démission entraînant la déchéance d'un parlementaire de son mandat. Précision a été apportée sur le concept de démission. Cinquièmement, le principe de la représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale. Sixièmement,
le relèvement des majorités requises dans la mise en œuvre de la procédure de destitution de certaines autorités. Pour le président de la transition, cette cérémonie est l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique inclusif exigé et attendu par le peuple malien tout entier. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Cependant, soucieux de recueillir le plus possible de consensus autour de ces documents majeurs, j'ai décidé de créer une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution. L'objectif visé n'était autre que de tenir compte des préoccupations exprimées à différents niveaux en vue de maximiser les chances de rédiger définitivement un texte qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple comme il l'a exprimé au cours des assises nationales de la refondation. Le chef de l'État salue le travail abattu par la commission et ne cache pas de vue l'importance d'un tel document sur la vie de la nation. Au cours de votre travail, vous n'avez pas manqué de vous faire l'écho des questionnements et des propositions d'amélioration formulées par des Maliennes et des Maliens. Vous avez travaillé pour ce qui m'a été rapporté dans un cadre convivial avec un esprit d'écoute mutuelle, toujours guidé par le souci de prendre en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations légitimes du peuple. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Pour le colonel Assimi Goïta, les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans un moment de rupture politique comme celle que nous vivons actuellement sont de taille. En effet, la constitution n'est pas seulement une norme, quand bien même elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est surtout et avant tout l'habillage juridique qui est donné à la vision politique du peuple à un moment déterminé de son histoire. Elle révèle comment le peuple conçoit l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens ainsi que la justice. Au dire du président de la transition, la base juridique du Mali s'est raffermie progressivement, mais l'édifice national ne tiendra qu'avec l'engagement de tous les Maliens. Nous devrons travailler à assurer la cohésion sociale et à renforcer notre État dont la souveraineté ne devrait désormais souffrir d'aucune limite que celle imposée par le peuple au nom et pour l'intérêt supérieur duquel il exerce la puissance publique. Le développement socio-économique de notre pays sur la base des libres choix du peuple est à ce prix. Aussi, dans la conduite de l'action publique et dans nos relations avec l'extérieur, nous devons constamment avoir à l'esprit les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Fin du travail de conception, il reste à présent les quitus présidentiels et le référendum. Et justement, pour une communication supplémentaire sur ce document final, nous avons un invité ce soir. Il s'agit du coordinateur de la commission de finalisation du projet de constitution. Il s'agit du professeur Fousseni Samaké. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Tout d'abord, parlez-nous un peu de la mission et de la composition de cette commission. Merci beaucoup, madame. Bonsoir, mesdames et messieurs. La commission de finalisation a pris le relais de la commission de rédaction. La commission de rédaction qui a commencé ses travaux en juillet dernier a remis un avant-projet de constitution au président de la transition et pour parachever en fait le processus d'élaboration de la nouvelle constitution,
il a été mis en place donc cette commission de finalisation. Alors la commission de finalisation comprenait 72 membres représentant toutes les composantes de la société, les institutions de la République, les partis et groupements politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les groupes signataires de l'accord pour la paix, les forces de défense et de sécurité, la diaspora, pour ne citer que cela. Donc il s'agit effectivement dans sa composition d'une représentation, je dirais, symbolique de l'ensemble des composantes de notre société. Voilà un peu la composition de cette commission de finalisation qui a travaillé pendant 15 jours d'arrache-pied. Et je dois vous dire que toutes les décisions qui ont été prises par la commission l'ont été par consensus. C'est-à-dire que la commission n'a jamais eu recours à un vote pour adopter une décision. Professeur Samake, vous l'avez dit, il y a 6 amendements. Et est-ce que vous pouvez nous parler davantage sur certains de ces amendements-là? En fait, il n'y a pas que 6 amendements. Il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas que 6. Je n'ai cité que les 6 amendements marquants, mais il y a beaucoup d'autres amendements. Je pense que chacun pourra s'en rendre compte en faisant une sorte d'étude comparée entre l'avant-projet et ce projet-là. Ce qui en fait s'est passé, c'est que la commission de finalisation a passé en revue l'ensemble des dispositions de l'avant-projet. D'accord. Tous les articles et on l'a dit, il y a eu des amendements sur des alinéas, des phrases, des membres de phrases, même sur parfois des mots. Donc il y a énormément d'amendements, mais les plus significatifs ont été notés, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir sur certains de ces amendements qui sont en fait des modifications apportées à l'avant-projet. Il y a d'abord la réécriture des articles qui traitent des langues et de la laïcité. Alors, vous savez que ces 2 sujets avaient provoqué beaucoup de controverses, de malentendus. Je pense plutôt qu'il y a un problème de compréhension. Alors, pour vraiment que les gens sachent ce qui a changé, sur les langues, le nouvel article est ainsi libellé. C'est l'article 31 toujours. Sur les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Vous avez donc, par rapport aux langues, une évolution nette par rapport à l'avant-projet, par le fait que toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Donc, il n'y a aucune distinction entre les langues nationales. Comme certains tendaient à le réclamer en disant la majorité parle telle langue, c'est celle-là qui doit être érigée en langue officielle. Dans notre pays, il y a le multilinguisme ou le plurilinguisme. Toutes les langues ont un statut égal. C'est ce qui est consacré. Donc, toutes les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Et le français est la langue de travail. Ça, c'est l'article 31. Donc, ça consacre une évolution nette quant à cette problématique
des langues nationales et des langues étrangères utilisées dans notre pays. Sur la laïcité, l'article 32 toujours, la nouvelle formulation est la suivante. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Donc il est clairement affirmé dans cet article, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Je crois que sur ce sujet, madame, il est souhaitable que nous ayons raison gardée. Pourquoi ? Après l'apparition de l'avant-projet, on a eu le sentiment que les gens découvraient que c'est la première fois que la laïcité était introduite dans la constitution de notre pays. Mais non, je pense qu'il y a un malentendu. Depuis que le Mali est Mali, la République est déclarée laïque. Depuis que le Mali est Mali, c'est une république laïque. L'article 1er de la Constitution de 60 dit ceci, la République du Mali est indivisible, démocratique, laïque et sociale. Article 1er de la première Constitution du Mali indépendant. En 68, avec le coup d'État, il y a eu une ordonnance qui a gouverné le Mali de 68 jusqu'à 74, 75, presque 79, qui dit exactement la même chose. L'article 1er de cette ordonnance. Il y a eu la Constitution de 74. L'article 1er de cette Constitution dit exactement la même chose. La Constitution de 92, article 25, la République du Mali est indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et la Constitution actuelle, donc de 92, son article 118 dit bien la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. Vous voyez, madame, que la laïcité n'est pas apparue avec le projet de constitution. Ce qui s'est passé dans le projet de constitution, c'est que les gens disent, on dit, c'est une république laïque. Mais qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Ça nous a été posé lorsqu'on a procédé à des écoutes. Donc, pour clarifier, donner un contenu à la laïcité, on s'était contenté de dire que la laïcité a pour objet de favoriser le vivre ensemble. Et c'est ça, en fait, qui a créé pratiquement le tollé. Sinon, en fait, c'est depuis que le Mali est Mali, la laïcité c'est une composante permanente dans notre constitution. Ça, c'est sur la question de laïcité. Sur un autre point, il y a une seconde chambre qui s'appelait le Haut Conseil de la Nation, qui va composer le Parlement, constituer le Parlement avec l'Assemblée nationale. Au lieu du Haut Conseil de la Nation, le nom a changé en Sénat. Donc, dorénavant, on aura le Sénat, les sénateurs, l'Assemblée nationale et les députés. Autre changement. Il y a également la question de la transhumance politique, ce qu'on appelle la transhumance politique ou le nomadisme politique. Vous savez qu'on a demandé qu'on dise dans la Constitution que les élus qui viennent à démissionner de leur parti puissent être déchus de leur mandat. Alors il y avait une formulation qui laissait la notion de démission assez floue et sujette à des interprétations. Donc nous avons dans le projet, la notion de démission a été clairement définie. Bon, il y a d'autres dispositions qui sont dans le projet, comme la représentation des Maliens établis à l'extérieur, parce qu'il est important pour eux
que effectivement se sentir malien, qu'ils puissent avoir leur représentation au niveau de la représentation nationale. Merci professeur et pour cette communication. Nous espérons que nos téléspectateurs ont tiré profit de toute cette explication. Merci beaucoup. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la séance plénière de la session extraordinaire en cours suspendue le lundi 20 février 2023 reprendront demain mardi 28 février 2023 à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. L'ordre du jour porte sur les points suivants: délibération sur les projets de loi et communication. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est strictement réservé aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement souhaité. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le Conseil économique, social et culturel, dans le cadre de la session en cours, a initié ce lundi une rencontre de plaidoyer en faveur des acteurs de reboisement au Mali. L'objectif est d'attirer l'attention des autorités et l'opinion nationale sur la gravité de la dégradation continue des ressources forestières à un rythme de prélèvement qui est évalué à environ 500 000 hectares par an. Reportage Agibou Koulibaly. Une session spéciale pour faire un plaidoyer sur une actualité brûlante de l'environnement face à la problématique de la dégradation avancée de notre environnement et à la nécessité de sa sauvegarde. Le Conseil économique, social et culturel sonne l'alerte. Les effets cumulés de la croissance démographique et la pauvreté ont contribué à amplifier les problèmes de dégradation à travers la forte pression exercée sur les ressources naturelles, avec comme conséquence la disparition du couvert végétal. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées fait ressortir une diminution du couvert végétal estimée à 500 000 hectares par an, dont 100 000 hectares à cause de la coupe du bois et 400 000 causés par les défrichements des forêts, terres agricoles et autres besoins des populations. Cette tendance au déboisement, si elle se poursuit, devrait s'amplifier dans les prochaines décennies avec une population qui double tous les 25 ans. À travers cette rencontre, l'institution mène un plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali auprès des décideurs. Lors de nos descentes au sein des différentes régions, la question elle est récurrente. Et nous-mêmes, nous voyons pertinemment que le désert est en train d'atteindre un seuil irrécupérable. Il va falloir prendre ce problème à bras le corps et essayer de prendre des mesures idoines face à cette question de déforestation. Au cours de cette rencontre seront abordés entre autres les sous-thèmes, le reboisement, la technique de plantation et l'élaboration d'un document. Les conséquences probables, généralisées et irréversibles pour les écosystèmes qui en résultent, comme l'émission des gaz à effet de serre, provoqueront sans doute un réchauffement supplémentaire. Il devient ainsi impérieux d'instaurer un reboisement intensif dans tout le pays en vue d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques d'une part et satisfaire d'autre part les besoins sans cesse croissants des populations en produits forestiers lignés et non lignés. Les résolutions et recommandations issues des travaux seront consignées dans un document qui servira de plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali. Un communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe l'opinion nationale que le gouvernement suit avec une grande attention l'évolution de la situation de nos compatriotes résidant en Tunisie. Le département a déjà pris des dispositions pour renforcer la protection et l'assistance à nos compatriotes en collaboration avec l'ambassade à Tunis et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine invite tous nos compatriotes en Tunisie à garder le calme et à adopter les attitudes indispensables à leur sécurité. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine se fera le devoir d'informer l'opinion nationale au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
et rappelle nos compatriotes à redoubler de vigilance. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a procédé ce lundi à la remise d'équipements à 3 ONG partenaires de mise en œuvre des projets Fonds Climat Mali, coordonnés par l'UNESCO. Aliou Abdoulaye Touré. Les projets Fonds Climat sont des projets de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est dans la dynamique d'assurer une meilleure exécution des activités en lien avec le renforcement de la résilience des communautés vulnérables que 3 ONG partenaires sont dotés d'équipements roulants. Le partenariat entre l'UNESCO, le Fonds Climat et les ONG chargées de la mise en œuvre des projets au niveau local s'inscrit dans l'optique de promouvoir les mécanismes d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques. La Suède et la Norvège félicitent les réalisations de l'UNESCO et leurs partenaires sur ce financement de fonds climat jusqu'à ce jour, notamment sur les impacts dans la lutte contre le changement climatique dans le domaine divers, ainsi que la répartition géographique et la focalisation sur une diversité de bénéficiaires. Le ministre, avant d'engager les ONG bénéficiaires à bien s'occuper des engins, a tenu un message qui résume la portée de la cérémonie. Il y a eu une évaluation vraiment très poussée afin qu'on soit là aujourd'hui et vous remettre ces clés. Je pense qu'il faudrait que vous soyez à la hauteur de cette donation. Nous allons suivre effectivement cette relation-là. Nous allons suivre qu'est-ce que ces véhicules vont apporter à vos activités de tous les jours, toutes les améliorations que vous allez quand même contribuer à faire. Je voudrais quand même vous dire aussi que vous avez fait beaucoup d'interventions dans le cadre du Fonds Climat, des forages, des champs maraîchers et d'autres. Mais je voudrais vous inviter à être encore très très pertinent dans la qualité des travaux qui vous sont confiés. Au nom des ONG bénéficiaires, le porte-parole a souligné que ces engins leur permettront d'améliorer les conditions de mobilité des équipes sur le terrain et faciliter l'accès des missions de supervision. Il a enfin rassuré que bon usage sera fait de ces équipements. Le coût du Hajj 2023 est fixé à 4 116 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et à 4 675 000 francs CFA pour les agences privées. La direction de la maison du Hajj précise que ce montant est conforme aux réalités du pays d'accueil. Pour plus de détails, écoutons Dr Abdul Fattah Sissé, le directeur de la maison du Hajj. Il est au micro de Batraouri. Pour faire le Hajj cette année, il faut, avec la filière gouvernementale, il faut débloquer 4 166 425 francs. Ça, c'est pour la filière gouvernementale, tout frais compris. Pour la filière privée, c'est 4 675 000. C'est le même prix de l'année dernière qui est maintenu pour les privés. Le coût de pèlerinage au Mali, c'est très raisonnable. Ce n'est pas trop cher comme certains pensent. Et surtout que les informations circulées sur les réseaux sociaux sont des fausses informations, c'est des textes qui ne sont pas fondés. Le coût des Hajj est fixé par les autorités saoudiennes. Il s'agit de charges saoudiennes qui sont prestations Mina, Arafat, Muzdalifa, qui est à environ 900 000, et des transports terrestres qui est à environ 300 000, et encore les visas, l'assurance et le piquil mouton, et les autres visites sur le terrain qui sont aussi environ 300 000. Ça, c'est le charge saoudien, sans compter l'hébergement et la restauration à Médine et à la Mecque, encore les transports aériens. Quand vous allez accumuler tout ça là, voilà, les informations circulées sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être une réalité. Surtout que ces pays, ils n'ont même pas annoncé officiellement leur prix pour le moment. La maison de Hajj est un établissement public qui n'est pas commercial. En 2022, le Mali est cité parmi les meilleurs pays en matière d'organisation de pèlerinage. C'est grâce à l'accompagnement et grâce à l'appui qu'on a eu avec le gouvernement de la transition. C'est ce qui a fait que vraiment le Mali est cité parmi les meilleurs pays en matière d'organisation de pèlerinage. Donc c'est l'image que les gens cherchent pour terner un peu l'image du Mali à travers les réseaux sociaux. Ça ne sont pas des informations fondées.
Accompagner et développer les secteurs d'activité à fort potentiel, c'est l'un des objectifs que s'est assigné Impact Day Hub. Cet événement est une tribune d'expression pour les entrepreneurs qui pourront tisser des relations avec d'autres acteurs dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au Mali. Le lancement de la 2e édition de Impact Day Hub a eu lieu ici à Bamako. Reportage Mamadou Fane. Après une première édition, voilà la 2e édition de Impact Day Hub qui vient d'être lancée ce vendredi. Impact Day Hub vise à favoriser le climat entrepreneurial au Mali. Le thème de cette 2e édition, tous ensemble pour impacter l'écosystème entrepreneurial du Mali. L'idée vraiment, c'est d'offrir aux jeunes entrepreneurs maliens une plateforme pour échanger sur des thématiques cruciales et aussi pour pouvoir avoir accès à des opportunités pour se renforcer sur le plan personnel et professionnel. 2 jours durant, les participants vont échanger à travers des panels sur les réseautages, la promotion de l'auto-emploi des jeunes, les conditions de création d'emplois, les recherches de financement et la promotion des start-up. Nous avons compris que seul le secteur privé aujourd'hui facteur de croissance et surtout dans son tronçon qui s'appelle les startups où il y a beaucoup d'initiatives, malheureusement pas de moyens. C'est seul à ces prix-là que nous pouvons en fait faire du numérique une réalité au Mali et l'économie numérique également une réalité au Mali, mais de façon générale également la création d'emplois et de richesses est aussi une réalité pour une croissance économique pérenne et durable. Impact Day Hub est aussi l'occasion de réunir des décideurs publics, des entreprises de différents secteurs, des porteurs de projets et des étudiants. C'est aussi un cadre de plaidoyer et de partage des moments d'inspiration des startups. Signature d'un accord cadre de collaboration entre le ministère du Développement rural et International Fertilizer Development Center, IFDC. Cette nouvelle coopération scellée entre les 2 parties consiste à faire la promotion en faveur du développement rural dans notre pays. Mohamed Sangari. Avec cette signature, l'IFDC International Fertilizer Development Center et le ministère du Développement rural veulent renforcer leur action commune sur le terrain pour un développement agricole au Mali. Comme recommandé dans cet accord cadre, AFDC collaborer avec les ministères à travers les axes suivants. L'renforcement de la chaîne de valeur d'engrais, santé et gestion de la fertilité du sol, atténuation des risques liés au changement climatique, le renforcement de capacités, le développement des opportunités et enfin et surtout collaborer avec le ministère du Développement rural dans la mise en œuvre du plan d'action du sommet africain sur l'engrais et la santé du sol se joint à Dakar. Cette collaboration dans autant de domaines est un motif de fierté pour moi et pour l'ensemble des membres du gouvernement du Mali de travailler en symbiose avec les experts de l'IFDC. Je reste convaincu que cet accord cadre contribuera à produire encore plus de résultats pour l'intérêt du secteur de développement rural en particulier et de développement économique et social en général. Cet accord cadre de collaboration signé par les 2 parties pour 5 ans est entré en vigueur depuis le 23 février 2023. L'Association malienne des droits de l'homme AMDH, en partenariat avec le projet d'appui à la stabilisation et à la paix et la coopération allemande GIZ, a organisé un concours entre les étudiants en droit et en sociologie sur le travail de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. L'objectif de la tenue de ce concours est de permettre aux étudiants de stimuler leur intelligence et d'améliorer leur talent oratoire. Le point avec Fanta Mamaniantao. Ce concours vise à mobiliser les étudiants et les populations pour la réussite du processus de la justice transitionnelle au Mali. Ce projet de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation est une initiative de l'Association malienne des droits de l'homme. Ils étaient au nombre de 31 étudiants au départ, 6 retenus dont 3 admis au finish. La championne qui est de la faculté de droit public remporte une moto et un ordinateur. Dire à mes chers camarades qu'ils n'ont pas démérité. On a tous bossé. L'appréciation vient des membres du jury et je suis très contente. Je pense qu'on va continuer à encore faire des recherches sur la CVG pour la création de ces organes successeurs.
Le dit concours a permis aux étudiants de mieux maîtriser le rôle de la CVJR sur le territoire malien. Moi, je me réjouis de cette initiative, du fait que la société civile s'implique dans tout ce qui est droit de l'homme et plus particulièrement dans les travaux de la CVJR pour donner plus de visibilité et surtout garantir l'application de toutes les recommandations issues des travaux de la CVJR. Selon le président de l'AMDH, la CVJR doit être accompagnée dans ses travaux par les étudiants et les organisateurs de la société civile afin d'assurer l'application effective et transparente des recommandations formulées. Et nous avons estimé et jugé que l'université, c'est comme un laboratoire de conception qualitative et quantitative, un laboratoire de formation, de sensibilisation et de diffusion à grande échelle. Qui mieux que les jeunes pour porter l'espoir des Mali réunis et réconciliés? Moussa Boré succède à lui-même à la tête du SINAG, syndicat autonome des greffiers, secrétaires des greffes et parquets. C'était à l'occasion du 7e congrès du SINAG. Moussa Boré a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans. Batraouri. Un nouveau mandat de 3 ans pour Moussa Bouré à la tête du SNAG, le syndicat autonome des greffiers, secrétaires des greffes et parquets. Il est réélu avec 108 voix contre 33 pour son adversaire. Il dirige une équipe d'une trentaine de membres. Le SNAG opte ainsi pour la continuité dans l'action afin de consolider les acquis de la corporation. Nous avons fait des acquis, donc il reste beaucoup à faire. C'est pour nous donner le temps encore de les finaliser. C'est un travail qui commence, il faut finir avec ça. Effectivement, c'est ce qui a été demandé par les militants. Donc, nous restons à la disposition des militants. Vous voyez le terme même de notre banderole, l'union, la solidarité et l'action. Donc, tout le monde doit rester mobilisé au compte du syndicat pour l'intérêt général. Ce renouvellement des bureaux suite au 7e congrès se tient dans un contexte particulier pour le SNAG, dira le représentant du ministre en charge de la justice. Il invite le nouveau bureau à s'engager à fond pour faire face aux défis liés à la mutation contemporaine. Un syndicat accepte pour but la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais dans un monde où les citoyens sont de plus en plus exigeants quant à la qualité du service public rendu dans les différents secteurs d'activité de l'État, il est du devoir des organisations syndicales de trouver les meilleures réponses pour l'épanouissement de leurs membres, tout en mettant un point d'honneur sur la qualité du service. Le représentant du ministre de la Justice saisit l'occasion pour inviter toutes les organisations syndicales du secteur de la justice à une synergie d'action pour gagner le combat du changement des comportements. Une délégation du comité stratégique du M5-RFP a rencontré les membres du bureau régional du mouvement à Sikasso ainsi que des acteurs de la société civile. Objectif, remercier Sikasso pour son soutien à la transition. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est l'hymne national du Mali et la minute de silence en la mémoire des victimes tombées pour le Mali qui ont donné le ton de cette rencontre du M5-RFP. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale du comité stratégique du M5-RFP. La délégation de ce comité est venue remercier Sikasso pour son soutien à la transition. Le cadre est saisi par le M5-RFP de Sikasso pour rappeler quelques préoccupations régionales. Ce que nous avons demandé concrètement à Bamako est qu'il y ait rouverture de la fermeté de Farako, l'usine Emama de Sikasso et puis l'université là qu'on nous a promis. Il y a eu la parcelle. Nous voulons que vraiment que ça soit construit dans un bref délai. Et puis l'emploi des jeunes. Ce que nous, Sikasso, nous demandons au président, franchement, ce qu'ils sont en train de faire pour le peuple malien, nous sommes ravis. Mais nous demandons de redoubler d'efforts encore. Et je demande à la population sikassoise d'être derrière la transition là. Les préoccupations rappelées par le bureau régional du M5-RFP de Sikasso sont identiques à celles évoquées par les jeunes de ce mouvement et par les présidents du Conseil des cercles et de la société civile. En réponse à ces sollicitations, la délégation nationale a apporté des explications. Les revendications font partie de la vie. Ça veut dire que les attentes sont nombreuses et cela
impact sur la responsabilité du M5. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu sera transmis intégralement au président du comité stratégique, qui est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Des bénédictions pour la transition et pour le Mali ont mis fin à la rencontre. Ouverture ce lundi à Caille de la session spéciale de la Cour d'assises de Caille. 3 affaires sont inscrites au rôle impliquant 87 accusés, dont 56 détenus. Ces infractions ont un lien avec le phénomène d'esclavage par ascendance. Les détails avec Balkissa Saadibou, Chérif Aïdara. Au cours de cette session spéciale qui durera 3 semaines, 3 affaires impliquant 87 accusés, dont 56 détenus, seront soumises à l'examen de la Cour. Ces infractions en lien avec le phénomène d'esclavage coutumier varient entre les atteintes aux biens privés, cas d'incendie volontaire, meurtre, complicité de meurtre, violation de domicile, discrimination, coups et blessures volontaires, vol, troubles à l'ordre public, séquestration, entre autres. Dans son réquisitoire, le procureur général a lancé un message à l'endroit de tous ceux qui refusent d'accepter l'évolution naturelle des droits humains. Le peuple malien, dans son unité, riche dans sa diversité, leur demande de sortir de certaines considérations qui empêchent la vie en symbiose. Je leur demande de saisir l'arc de l'histoire, de le courber, de le tirer au maximum pour jeter derrière la flèche de la haine, du mépris de l'autre. Ceux qui refusent de suivre le courant de l'histoire seront jugés par l'histoire. Il revient à tout un chacun de jouer sa partition dans cette quête de l'équité sociale, afin de juguler le phénomène criminel plus haut référencié, et particulièrement celui discriminatoire qui va crescendo dans les régions citées, qui en ont tant besoin pour retrouver la cohésion sociale et le vivre ensemble séculaire, perdu à cause d'une pratique rétrograde attentatoire aux droits fondamentaux de l'homme. Nous aidons les juges professionnels, nous aidons les assesseurs, nous aidons l'opinion à ce qu'une bonne et saine décision puisse être rendue. La question de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille demeure un sujet difficile à aborder, freinant ainsi les actions de développement de la diaspora. Si jamais cette affaire-là n'est pas prise à bras le corps, ça pourrait avoir un impact beaucoup plus grave encore sur la cohésion au niveau de la région et sur le développement même de la région. Et le phénomène d'esclavage par ascendance a incité les autorités à donner une réponse judiciaire rapide aux faits connus de tous, dira le procureur général, avant d'inviter les membres de la Cour à prendre des décisions persuasives et dissuasives, les assesseurs de se rappeler des termes du serment qu'ils ont prêté, les acteurs de la justice pénale de persévérer dans l'amélioration de la qualité du travail, sans oublier les avocats dont le métier consiste à aider à la manifestation de la vérité. Remise de dons à 5 familles sinistrées suite à un incendie survenu le 1er février dernier à Goutioubé, cercle de Caille. Les dégâts causés sont énormes. 12 habitations, des vivres et non-vivres ont été calcinées. C'est ainsi que la Croix-Rouge malienne s'est rendue à Goutioubé avec l'appui de la Croix-Rouge néerlandaise pour soulager ses victimes. Reportage Moriba Keita. La Croix-Rouge malienne, avec l'appui de sa partenaire, la Croix-Rouge néerlandaise, vole au secours des sinistrés de l'incendie survenu le 1er février 2023 à Goutioubé, commune rurale de Tafasirka, située à plus d'une centaine de kilomètres de Caille. Les familles sinistrées, au nombre de 5, ont toutes reçu des sacs de riz, de mil, de sucre, d'huile, des kits composés d'ustensiles de cuisine, de nattes, de draps, plus une somme de 250 000 francs CFA pour permettre à chaque famille de réhabiliter sa maison détruite par le feu et faire la reconstitution du cheptel. Normalement, quand il y a des catastrophes de ce genre, purement humanitaire, nous sommes obligés d'intervenir. On est présentement sur le lieu des sinistres. Je vous dis que c'est très affreux, c'est vraiment affreux. Et nous sommes venus tout juste au bon moment pour apporter une aide assez substantielle aux familles sinistrées. Le chef de village ainsi que la population de Goutioubé ont apprécié ces gestes humanitaires de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge malienne vient de nous démontrer une fois de plus que nous sommes des partenaires à travers ce don qui vient
à point nommé. Nos remerciements vont à l'endroit de la Croix-Rouge malienne et sa délégation pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Goujoubé. Rappelons que la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge néerlandaise interviennent dans les communes de Tafasirka, Soni et Kemenetambo dans le cadre du projet Crise chronique, sécheresse et insécurité alimentaire dans la région de Kaï. Environ 28 millions de francs CFA, c'est le montant injecté par les populations du village de Bayi-Samboula et les autorités communales de Guétéma dans la région de Nuro pour construire et équiper 3 salles de classe. Un autre ressortissant de la localité qui a voulu garder l'anonymat a construit et équipé une mosquée répondant à toutes les commodités du moment. Les 2 infrastructures ont été inaugurées le vendredi dernier de Nuro du Sahel, Moussa Diakité. Les populations du village de Bayi-Samboula dans la commune de Guétéma, dans une ambiance de fête, ont bravé la chaleur le vendredi 24 février dernier. L'occasion valait la peine puisqu'il s'agissait de l'inauguration de 3 salles de classe et d'une mosquée pour le village et environ. D'un coût total de 27 375 000 francs CFA, ces 3 salles de classe plus la direction, les latrines et l'équipement ont été entièrement financées par les populations du village à 40% et la mairie de la commune à 60%. Ce qui enlèvera une grosse épine du pied des centaines d'élèves, obligés jadis de parcourir 10 km pour Guétéma. Bayi-Samboula est un village très important dans ma commune. Ces 3 classes, plus une mosquée construite par les populations du village, constituent un grand bonheur pour nous, autorités communales. Nous demandons aux parents d'élèves à inscrire les enfants à l'école et invitons les populations du village et environ à fréquenter la mosquée. À quelques encablures de là, se dresse majestueusement une mosquée répondant à toutes les commodités du moment, construite et équipée par un ressortissant du village qui a voulu garder l'anonymat. Une grande fierté, on est tellement content aujourd'hui. On remercie toutes les populations de Gadjaba, Bayi-Samboula et Malanda et toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés pour l'ouverture de cette mosquée. Je suis venu au nom du gouverneur sur l'appel et l'invitation des communautés de Gadjaba ici. Et donc c'était pour manifester d'abord notre joie à l'endroit des actes qui ont été posés ici. Et ces actes, c'est des actes citoyens qui méritent d'être encouragés. C'est pour surtout transmettre les encouragements du gouverneur, les encouragements des autorités de transition. Ces 2 infrastructures réalisées par les populations elles-mêmes permettront le développement de ces villages à cheval entre 3 communes. L'axe Conakry-Bamako se renforce sur le plan culturel. La radio-télévision guinéenne RTG, en collaboration avec l'ORTM, coproduisent un numéro spécial de l'émission Lambétigui de la RTG, ici au CICB. L'événement est placé sous le haut parrainage des présidents de CNT des 2 pays. En attendant, le samedi 4 mars 2023, jour de l'enregistrement, Cheikh Oumar Sangaré nous explique le concept de cette émission phare de la RTG. Suivant. Depuis 4 ans, l'émission culturelle Lambétigui ou le vertueux ragaillardi le public guinéen sur la radio-télévision guinéenne RTG. Pendant une quarantaine de minutes et dans un décor qui se prête aux idéaux de l'émission, les maîtres de la parole, sous la conduite d'un présentateur aussi détenteur des pratiques et savoirs liés à l'art de parler, déchiffrent le plus souvent la généalogie des noms de familles mandingues. Sogeta bonami, Cameroun bonami, Traoré bonami, Camisson bonami, Urubé soucié Mali le kono. Urubé soucié Mali men kono. Itse kumala souci kan kato kumala souci kan imana souci rero. Ado la Guinée Mali mandé jamana urongla men folé. A capitale jamana fulale.
Justement, c'est pour magnifier les liens historiques entre le Mali et la Guinée que la RTG et l'ORTM proposent en coproduction l'émission Lambetiki dans son grand format le samedi 4 mars 2023 au CICB ici à Bamako. Ce sera la toute première fois que cette émission sort de la Guinée et le choix du Mali n'est pas fortuit. La Guinée Mali est un union Mali, un naklen fakelen de wole koson président Flamé bi colonel Mamadi Doumbouya ko la Assimi président colonel Assimi Koitaka e bra bolu union ma menke ko ka jamana fulani ke keleni ko jamana fulani na makaran ke keleni ko jamana fulani do keleni ka bo keleni ay ko ye al faru la na ye secteur amna ta farga bene na ye Modibo Keita ni rusuma kala ba rusuma man suma forne man suma la ba ay ka ye wuli la donc jeli ni bena ulu tire makono ulu ka ulu accompagner ma sakro ulu accompagner pourquoi anu frontese angolo la no man Mali jeli la Guinée jeli ni la Mali jeli du de ka ma sake fulani accompagner ka ira kala ko même fole la Guinée ni Mali terro bariya ni single miaro ko wiyataro ko jamfataro Numan Kuyate de la Kilila Lambetigido. Namo. Il est toko. Segou Sangare. Segou Sangare. Namo. Segou Sangare. Namo. Wasolo ye jamana sabaro. Na. La Guinée ni coureur ni Mali, il est bolami. Le numéro spécial de l'émission Lambetiki à Bamako sera animé par Nouma Kouyaté de la RTG et Adama Kadunte de ORTMD. Un événement de grande portée socio-culturelle parrainé par les présidents du CNT des deux pays, colonel Malik Diaw du Mali et Dansa Kourouma de la Guinée-Conakry. Cinéma. Au programme de la deuxième journée du FESPACO, le Mali à l'honneur dans les salles de cinéma de l'hôtel de ville de Ouaga et celle du théâtre national Kouamba Lankouaba. Excusez-moi, c'est Kouamba Lankouaba. Il s'agit de la sélection officielle Fanga de Fousseni Maïga, un document intitulé 365 jours au Mali, produit par 3 réalisateurs. Sur l'un retrace la quête du pouvoir dans des pays africains, l'autre écrit une page de l'histoire de notre pays secouée par la crise de 2012. Boubacar Babli Touré, Mohamed Sidibé et Abdoulaye Diarra, nos envoyés spéciaux, nous font vivre les temps forts de ces projections depuis Ouagadougou. Deux films Made in Mali ont marqué la deuxième journée du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. D'abord le film Fanga, ou le pouvoir du réalisateur malien Fousseni Maïga, classé dans le peloton des séries télévisées en compétition officielle. Elle est le regard d'un réalisateur sur certaines réalités dans notre société. Les réalités qui reflètent les faits incluant toutes les couches sociales de la société. Ce film retrace l'histoire d'un haut gradé assoiffé de pouvoir qui n'hésiterait pas à éliminer toute personne qui se mettra à travers de son chemin. Assassinat de journalistes, détournement d'or saisi, corruption et chantage sont entre autres pratiques de ce haut gradé. Une interrogation sur des agissements politiques, une interrogation sur tout ce qui se passe autour de nous et qui met en relation plusieurs types de personnes, les politiques, la société civile, l'armée. Et je pense que c'est en cela que réside le fort d'un artiste, c'est en cela que doit résider la capacité du cinéma, sa vocation à transcender les réalités et sa vocation à projeter les citoyens dans un monde futur que nous décrivons ici sous le prisme d'une femme, une militaire intègre qui arrive à bout de conviction, à bout de volonté, à défaire tout un régime
Dans cette série, la femme est à l'honneur. L'actrice principale, le capitaine Maï, déjoue tous les pronostics du haut gradé et finit par le renverser et prendre le pouvoir. Donc, dans ma carrière de comédienne, je n'avais jamais eu l'occasion de jouer le rôle de porteur d'uniforme. C'était ma première fois. Donc merci à Fousseni. Et c'est l'occasion de magnifier la femme aussi. Qu'on peut faire confiance à la femme. Mais avant que les autres ne fassent confiance à la femme, il faut que la femme même ait confiance en elle-même. Elle est au début de toute chose. Elle est au centre et elle est à la fin. Le film présente beaucoup d'aspects qui retracent effectivement l'actualité que nous vivons aujourd'hui. La course au pouvoir avec tous les risques et tous les aléas que les gens et les coups bas. Vous voyez, c'est des intrigues quand même qui retracent un peu l'actualité, surtout en matière de ces périodes de démocratie. Ensuite, le deuxième film est un documentaire de 48 minutes intitulé 365 jours au Mali. Un film qui retrace un moment sombre de l'histoire de notre pays, marqué par la rébellion de 2012. Un pays pour 4 visions. Au nord, le MNLA qui réclame l'indépendance, AQMI qui prône la charia, et au sud, les militaires au pouvoir et la classe politique ne partagent pas les mêmes opinions et le peuple a ses avis. Coproduit, ce documentaire a embarqué les réalisateurs dans un périple qui a commencé de Ouagadougou à Kidal, en passant par Bamako, Mopti, Tombouctou et bien d'autres localités du pays. Notre objectif, c'est que les gens y comprennent qu'en dehors des histoires politiques, de tout ce qu'il y avait, et que tous les acteurs avaient des engagements personnels et propres à eux, comme quand tu vois la milice. Ce qui était concret, c'est qu'ils avaient une motivation patriotique pour participer, même si c'était au prix de leur vie. Et ça, c'était intéressant pour nous à raconter aux Maliens. Et les réalisateurs de ce film-là, franchement, je les apprécie beaucoup. Le risque qu'ils ont pris, ce n'était pas du tout évident. La situation dans laquelle le film a été réalisé, quand tu regardes vraiment, tu trouves qu'il y a eu de l'audace, il y a eu de l'engagement. Et c'est ça qu'on demande pour les cinéastes. À signaler que le Mali est en compétition avec 10 films dans cette 28e édition de ce grand rendez-vous du 7e art de Ouagadougou. D'autres films sont attendus dans les jours à venir. Voilà des films maliens projetés à Ouagadougou dans les salles de cinéma de l'hôtel de ville de Ouaga et celle du théâtre national Kouamba Lankouanti. C'est bien prononcé cette fois-ci. Les déchets envahissent une bonne partie de la place du Cinquantenaire. Cet espace très prisé se transforme en dépotoir après les événements populaires, malgré le panneau qui rappelle l'interdiction de déposer des ordures. L'assainissement de cet espace relève-t-il d'une structure ou des organisateurs de l'événement? Si rien n'est fait urgemment, toutes ces immondices finiront dans les eaux du fleuve. Voilà ces images et nous sommes alertés sur ce plan. Et ce communiqué, c'est avec une immense joie et une grande fierté que la Maison de la Presse du Mali a appris l'élection au 7e congrès AIPS Afrique à Dakar de notre confrère Omar Baba Traoré, président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, au poste de vice-président de l'Association internationale de la presse sportive AIPS Afrique. Cette élection du Mali à la vice-présidence de l'AIPS Afrique est le couronnement de l'engagement du président de l'AJSM au niveau national et international pour le rayonnement de la presse sportive. La Maison de la Presse salue et encourage l'AJSM à poursuivre ses efforts pour porter haut les couleurs du Mali. On fait le point Covid. Ce 27 février 2023, les services de santé ont enregistré 4 cas positifs sur 180 tests réalisés, 16 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 85 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Vous êtes certainement très nombreux à vous nettoyer les oreilles à l'aide d'un coton-tige, mais savez-vous que c'est déconseillé? L'utilisation du coton-tige peut être très dangereux
et même irréversible. Ce petit bâtonnet représente la cause la plus fréquente des blessures de conduit auditif et du tympan. Comment se servir des cotons-tiges? Comment se nettoyer les oreilles sans coton-tige? Les réponses dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara et Abdoulaye Samake. L'idée selon laquelle les oreilles nécessitent un nettoyage régulier est fausse. L'utilisation du coton-tige est inutile. Les gens les utilisent pour enlever les bouchons de cérumen. Lorsqu'ils enfoncent le coton-tige dans les conduits auditifs externes, au lieu d'enlever ces bouchons de cérumen, ils enfoncent ces cérumen-là, donc il va former le bouchon, donc qui aura pour conséquence une baisse de l'audition. Quelquefois, en introduisant le coton-tige dans les conduits auditifs externes, il peut provoquer des traumatismes au niveau du conduit auditif externe et même des traumatismes au niveau du tympan, qui auront pour conséquence aussi une baisse de l'audition, des acouphènes qui sont les bourdonnements d'oreilles, et puis des otites, des infections au niveau de l'oreille. Le cérumen en question est une matière sécrétée par l'organisme au niveau du conduit auditif externe pour protéger l'oreille. Lorsqu'il y a du cérumen, ça s'élimine de lui-même, donc ce n'est pas un mal en soi. Quelquefois, des gens peuvent avoir des conduits très très étroits ou bien une production excessive de cérumen, donc ça peut les déranger. Dans ces cas, ils peuvent avoir recours aux médecins pour les enlever. En effet, les cotons-tiges sont destinés à nettoyer uniquement les parties visibles de l'oreille. Les pavillons est juste l'entrée du conduit auditif externe. Donc il y a les pavillons qui est là, il y a le conduit auditif externe qui est tout au fond, juste l'entrée. Donc il faut juste nettoyer ces parties visibles là. L'oreille s'auto-nettoie au dire du médecin, mais quelquefois, le cérumen peut s'accumuler et devient par la suite très gênant. Lorsque vous mettez juste les petits doigts, l'auriculaire, ça permet d'enlever les cérumen visibles. Donc ce cérumen qui n'est plus efficace, parce qu'il y a les cérumen normaux et puis il y a les cérumen oxydés qui n'est plus actif. Donc lorsque vous mettez juste les petits bouts de doigts, l'auriculaire, donc protégé par un mouchoir en papier ou bien une serviette, donc vous nettoyez juste la partie et puis vous nettoyez les plis du pavillon. Donc voilà tout ce qu'il faut faire comme nettoyage de l'oreille. Vous l'aurez compris, plus besoin de vous nettoyer les oreilles avec les cotons-tiges après chaque douche, car en le faisant, vous vous ferez plus de mal que de bien. Merci à Barakissa pour cette information importante. Ainsi prend fin cette édition. Merci à nos téléspectateurs de la Guinée et du Burkina Faso. Merci à tous. Bonne soirée.